France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce 19-20. Dans les Alpes, le village du Grand Lens en Isère s'apprête à recueillir les premières familles de migrants. Elles sont attendues ce soir. Le maire s'était porté candidat auprès de la préfecture dès le mois d'octobre dernier. Héroïne, le poison d'Annecy, premier volet de notre série hebdomadaire consacrée au trafic d'héroïne dans l'agglomération annécienne. Nous ferons l'état des lieux de ce fléau organisé par la mafia albanaise avec des images rares. Ariane Comsavari, qui a enquêté sur ce sujet, viendra nous en parler. Et puis l'abattage de tilleuls situé près de la gare de Chambéry n'a pas commencé comme prévu ce matin en raison de la mobilisation d'opposants indignés de les voir disparaître. La mairie veut libérer de la place pour construire des pistes cyclables et des couloirs de bus. Après l'actualité régionale, vous retrouverez l'édition nationale à 19h30 avec deux grands titres à la une. Choc dans la classe politique. Le député écologiste Denis Baupin, soupçonné de harcèlement et d'agression sexuelle. 8 femmes sortent du silence et témoignent de faits accablants pour l'élu. Sous la pression, Denis Baupin démissionne de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis l'impossible combat des pompiers canadiens contre le feu qui continue à ravager l'Alberta. Les sites pétroliers sont désormais menacés, l'économie de cette province est paralysée. L'urgence, c'est maintenant d'héberger et de soutenir 100 000 sinistrés. Dans le cadre du plan migrant européen, la France s'est engagée à accueillir sur 2 ans 30 000 personnes fuyant les zones de guerre. Une première famille arrive ce soir en Isère. Elle sera accueillie au Grand Lens, une petite commune située entre Voiron et Bourgoin, qui s'est portée candidate dès l'automne dernier auprès de la préfecture. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran. Le Grand Lens, 3000 habitants. C'est là qu'une maman nigériane et ses 2 enfants âgés de 2 et 3 ans vont vivre désormais. Dans cet appartement rénové de fond en comble par une quarantaine d'habitants volontaires, équipés grâce à de nombreux dons. C'était un appartement qui était inoccupé depuis de très longues années, presque insalubre. Et voilà, donc on avait repéré cet appartement et on s'est dit ça va être l'occasion pour accueillir cette famille dans de bonnes conditions. Et de mobiliser, à l'époque j'avais parlé d'une brigade de bénévoles volontaires. Il y a vraiment eu une réponse, les gens ont envie de faire des choses et de les faire vraiment d'une façon la meilleure possible. C'est une vraie réussite. La préfecture de l'Isère, qui gère ce dossier, ne veut pas médiatiser l'arrivée de la famille pour préserver son intimité et sa sécurité. Elle fuit en effet le mouvement Boko Haram, État islamique en Afrique de l'Ouest. Elle fait partie de ces migrants qui fuient les zones de guerre. La France s'est engagée à en accueillir plus de 30 000 sur 2 ans. On a un dispositif pour l'instant qui est moins important que d'autres départements où par exemple beaucoup de logements sociaux sont vides. C'est le cas de la Loire, qui a accueilli beaucoup de réfugiés déjà. Mais en Isère, il n'y a pas de logements sociaux vides. Il y a une longue liste de demandeurs de logements sociaux qui attendent des places. C'est la raison pour laquelle le dispositif est moins important en Isère en nombre, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, puisqu'un certain nombre de communes se sont déjà engagées à accueillir des migrants lorsqu'ils arriveront. À ce jour, se sont portés volontaires Pont-en-Royant, la Salle-en-Beaumont, Cessin, Saint-Égrève et Bains. Mais pour ces militants grenoblois qui se battent pour l'accueil des migrants depuis plus de 30 ans, l'effort ne peut s'arrêter là. Il faut vraiment accueillir tous les migrants, quelles que soient les raisons de leur départ. Voilà. Donc on se bat là-dessus, qu'ils soient politiques ou économiques. Selon la préfecture, le flux du plan migrant atteindra dans quelques semaines en Isère plusieurs dizaines de réfugiés par mois. La deuxième semaine du procès de Michel Néré, une journée lors de laquelle la Cour a examiné les cadeaux offerts au numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Était-ce au nom de l'amitié ou de l'échange d'informations qui ont servi aux truands? Compte rendu d'audience avec Jean-Christophe Solari et Nathalie Rapuc sur place au tribunal correctionnel de Paris. Effectivement, Daniel, informateur ou corrupteur, qui sont les indicateurs de Michel Néré? Ils sont absents aujourd'hui à l'audience et c'est bien tout le problème de ce procès. Michel Néré, l'ancien grand flic lyonnais, a-t-il vu l'occasion de s'enrichir au contact de ses experts en escroquerie financière? Ou bien son obsession était de pénétrer ce milieu extrêmement verrouillé et cela l'a conduit à faire des fautes? En tout cas, aujourd'hui, Michel Néré a reconnu avoir fait preuve d'une extrême légèreté. Voyez le compte-rendu d'audience raconté par Paul Satis. Comment se défendre
quand tout accuse. C'est pourtant un Michel Néret combatif qui arrive au tribunal correctionnel de Paris. Il sait que l'après-midi sera compliqué. Il faut qu'il s'explique sur chacun des avantages qu'il a reçus de la part de ses deux amis escrocs et pseudo-indiques. Et certains ne sont pas petits. L'un d'eux, Gilles Bénichou, lui offre une montre Pacha Cartier d'au moins 15 000 €. L'ex-commissaire explique qu'il a été imprudent d'accepter un tel cadeau, mais que ça n'a rien à voir avec de la corruption. Bénichou a été pistonné par Néret pour faire de la figuration dans le film Les Lyonnais. La montre, c'était pour le remercier. Et pour chaque accusation, voyage, hôtel de luxe, Michel Néret se justifie. Il explique qu'à chaque fois, il a été mis devant le fait accompli. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui a fait des cadeaux, il a reçu ces cadeaux sans vraiment les évaluer, sans vraiment comprendre la portée de ce qu'il acceptait, sans comprendre la question que ça pouvait poser à un moment donné. On a l'impression de quelqu'un qui était un petit peu inconscient de ce qu'il faisait. Michel Néret a-t-il touché autre chose que des cadeaux, c'est-à-dire de l'argent liquide, comme le laissent entendre les écoutes téléphoniques de son épouse Nicole, comme le laissent penser ses relevés bancaires, comme l'affirment aussi des témoins qui l'ont vu manier des grosses coupures. Néret martèle à la barre, non, je n'ai jamais touché le moindre centime de ces personnes-là. Lui a donné sa confiance et son amitié à certaines personnes. D'autres personnes en ont sans doute usé et abusé et ont peut-être et sûrement considéré qu'il peut y avoir à ce niveau-là une certaine faiblesse de sa part. Mais quant à la qualification juridique de ce vilain mot de corruption, il est bien évident que je pense qu'il va y avoir une certaine discussion. Plus ennuyeux. La Cour s'intéresse au compte en Suisse ouvert par Bénichou via Nicole Néret. Devait-il servir à rémunérer le commissaire ? Michel Néret nie, ce compte c'était pour sa retraite. Il dit tomber des nues quand il s'aperçoit qu'il est lié à des sociétés offshore dans des paradis fiscaux. Pour l'ancien policier, l'après-midi est décidément compliqué. Alors Michel Néret a-t-il su convaincre la Cour aujourd'hui ? Pas la procureure de la République en tout cas, qui a lancé à Michel Néret, après 30 années de carrière de grand flic, voilà que vous n'avez pas de scrupules à ouvrir un compte en Suisse, cela ne vous dérange pas. Demain c'est au tour des subordonnés de Michel Néret, le numéro 1 et numéro 2 de la PJ de Grenoble, Christophe Gava et Gilles Guillotin, de passer sur le grill. Ils devront répondre des soupçons de détournement de drogue au profit d'informateurs. Et vous serez sur place, comme ce soir, en direct. Merci, Jean-Christophe. En Isère, les travaux du tunnel du Chambon sont sur le point de démarrer et c'est une aubaine pour les habitants du village de Mizoin qui vont héberger et nourrir la cinquantaine d'ouvriers du chantier durant la durée des travaux, soit plus d'1 an et demi. Sur place, Grégory Lespinasse et Didier Albrand. C'est ici, derrière cette pelleteuse, que sortira le futur tunnel du Chambon. Les travaux viennent de commencer aujourd'hui, un chantier colossal qui est prévu pour durer jusqu'à fin 2017. Détruire pour reconstruire. Côté Hautes-Alpes, les premiers coups de pelle ont débuté ce matin. Objectif, réaliser un tunnel plus long de 200 mètres qui évitera la zone instable. Mais le centre des opérations se trouve, lui, de l'autre côté, au pied de la commune de Mizoin. Une zone de vie est sortie de terre le mois dernier. Des bureaux, des salles de réunion pour accueillir à partir de cette semaine les équipes qui vont intervenir dans le tunnel. Une cinquantaine d'ouvriers par jour pendant près de 2 ans. Voilà de quoi donner le sourire aux quelques commerçants du village. J'espère que ça va pouvoir me faire travailler. Ça a été le cas l'an dernier, je vous dis. J'espère que ça va continuer, c'est tout. En tout cas, moi, je fais tout pour que ça fonctionne. Maintenant, j'espère que ça va être la même chose pour les autres. Parce que je ne suis pas tout seul. Hein, donc, il faut du travail pour tout le monde. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Au cœur de l'agitation qui rythme la Haute-Romanche depuis la fermeture du tunnel il y a 1 an, ce petit village de 200 habitants est ravi à l'idée d'accueillir ses ouvriers. Dès que nous avons su que le chantier était affecté à la société Eiffage, on a pris contact avec eux et aussi ont pris contact avec nous. Et nous avons fait savoir à la population qu'il y allait y avoir des travaux avec entre 50 et 60 employés, que ces gens auront besoin de se loger. Et on a collecté un petit peu toutes les possibilités qui existaient, pas forcément uniquement qu'à Mizoin. Les travaux ne font que commencer. Quant à la route de secours, elle subit, elle, un lifting pendant les 2 prochains jours.
Dramatique journée sur les routes en Haute-Savoie, à Sénaux. Une femme d'une 60aine d'années est morte dans une collision frontale avec un camion. À Thonon, c'est une fillette de 9 ans qui a été fauchée par une voiture. Elle est gravement blessée. Et enfin, 2 véhicules se sont percutés de plein fouet à Publier. Une mère et ses 2 enfants en bas âge sont grièvement blessés. Ils ont été hospitalisés d'urgence à Genève. La colère d'un collectif d'habitants de Chambéry et d'une association opposée à l'abattage d'une vingtaine d'arbres de la ville. Ils contestent plus globalement le nouveau plan de déplacement urbain souhaité par la municipalité. Ce matin, ces opposants ont empêché le démarrage des travaux. Aurélie Massé, Dominique Bourget. Sur la place de la gare, ce matin, le son des tambours a fait taire les tronçonneuses. Vers 7 heures, les engins d'abattage ont dû faire demi-tour devant une centaine de riverains venus défendre ces arbres. Au total, 24 tilleuls condamnés par le nouveau plan de déplacement urbain de la ville. Les citoyens n'ont pas eu accès aux dossiers, aux plans de détail qui les concernent. Par exemple, dans ce quartier, il y a des habitants qui ont appris que 400 bus allaient passer dans la rue de la gare. Et naturellement, ça leur pose problème parce qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance avant, ils n'ont jamais pu discuter et débattre de ce sujet. Faux, rétorque la mairie qui dit avoir organisé 75 réunions publiques autour de ce projet intitulé Territoire mobile. Une réorganisation des transports publics qui prévoit notamment le passage de plusieurs lignes et l'installation de quais de bus sur cette place. Le projet a déjà bien évolué, on ne coupe que les arbres strictement nécessaires à l'implantation du réseau de bus et des quais. Ce projet est structurant pour Chambéry, nécessaire pour Chambéry, donc oui, nous irons au terme de ce projet. C'est donc un bras de fer qui a débuté ce matin. Il se déroule sur le chantier même, mais également devant le tribunal administratif de Grenoble, où 2 associations chambériennes ont intenté des recours. C'est un très mauvais signal que la mairie envoie à ses habitants, à ses citoyens, si malgré les 2 référés, parce qu'il y en a un autre lancé par d'autres personnes, malgré 2 référés, malgré 4500 signatures, les arbres sont abattus, ça veut dire qu'on n'écoute personne. Et on passe en force. La mobilisation s'est poursuivie toute la journée et pourrait reprendre demain matin. Nous ouvrons maintenant le premier volet de notre série sur le trafic d'héroïne dans l'agglomération d'Annecy, en Haute-Savoie. Un fléau qui touche la ville et qui rapporte environ 1 million d'euros par mois. Des images et des témoignages rares recueillis par Ariane Comte-Savary et Christian Mathieu. C'est un trafic qui empoisonne depuis 3 ans la ville d'Annecy. L'héroïne se vend à tous les coins de rue, ou presque. Très peu chère, elle est disponible en quelques coups de fil. Il ne faut pas oublier que derrière ce commerce, il y a encore des gens qui meurent. Qui contrôle ce marché? Quelle est l'ampleur de ce trafic? État des lieux. Cet après-midi-là, Nicolas, toxicomane depuis 15 ans, a rendez-vous avec un nouveau dealer entre Annecy et Crangevrier. Nous l'équipons d'une caméra cachée. Je suis au Pont Neuf là, moi. Je suis à la pharmacie là. C'est toi qui as un vélo là? Il est en vélo ton ami? Ah ok. Au bout du fil, le boss. Nicolas ne le rencontrera pas. Chargé de la transaction, sur son vélo, un très jeune garçon d'origine albanaise. Il ne connaît que quelques mots de français. L'échange se déroule une centaine de mètres plus loin. Tous les jours ici. Hein. Ah ouais? T'as bon matériel? Oui, bon. Il paraît qu'il est très bon matériel, il paraît. Très bon. Il m'a dit ton chef, bien matériel. Très bien, on va bien mieux. Ah ouais? Ah ouais? L'argent. Ouais? L'argent tout de suite, mon ami. Discret, déterminé. Le dealer de Nicolas a l'air d'un adolescent. Il est sans doute mineur. On a toujours le même profil, ils sont en général jeunes, voire très jeunes, sans travail, sans ressources au pays, avec de gros besoins d'argent, des familles à nourrir, et ils sont prêts manifestement à accepter n'importe quoi. À la tête de ce trafic, des Albanais, tous originaires de la région de Dibert, à l'est du pays. Sur Annecy, cette mafia a le monopole. Nicolas, cette fois-ci, n'a obtenu qu'une petite dose, 0,2 g pour goûter le matériel, comme il dit. Il n'avait pas d'argent. Impossible pourtant d'attendre, il lui faut son shoot. Rapidement. C'est 25 grammes en plus. Tu vois, ils font tout pour tapater parce que, tu vois, ça faisait une semaine, j'avais rien tapé, j'avais rien pris, là. Et les mecs, t'as vu, de toute façon, ils te rappellent. Tu veux que je te montre un message sur mon téléphone?
Je suis James, je travaille à Redbus Pont-Neuf. Ton copain me donne ton numéro parce que j'ai un café super. Donc quand tu as envie d'arrêter la cam et que tu es en manque, tu vois, c'est pas très bien quand tu reçois ça tous les jours, quoi. On s'est aperçu qu'il y avait des véritables ventes de listings de téléphones de toxicomanes. À chaque fois qu'ils veulent s'implanter, ils font un mailing, tout simplement. Comme le ferait un nouveau commerce à sa création, eux envoient des SMS à tous les numéros de téléphone portable de toxicomanes connus et qui sont informés de l'ouverture d'un point de vente à tel endroit, éventuellement d'offres tarifaires s'il s'agit d'un nouveau point de vente. Un commerce comme un autre, au vu et au su de tout le monde. Sur cette place, tout près du centre-ville d'Annecy, il suffit de patienter une petite heure pour repérer un client. Après quelques échanges de SMS, son dealer lui fait signe. La transaction se fait dans une petite ruelle, à l'abri des regards. Des points de vente comme celui-ci, il y en aurait au moins une dizaine à Annecy et aux alentours. Aucune commune riveraine n'est épargnée. À Annecy-le-Vieux, quelques semaines durant, le trafic s'est déroulé à l'orée d'un bois, près d'un quartier résidentiel. Nous y avons accompagné 2 consommateurs d'héroïne, Julien et Sylvain. Ils n'étaient pas les seuls. En général, en début de mois, quand tout le monde a la paye ou tout le monde y va, donc des fois, t'as la queue au plan, t'as 10-15 personnes qui attendent, quoi. Comptez 100 € pour un zip, un sachet de 5 grammes d'héroïne. Les prix baissent quand on achète en gros. Si t'arrives et que tu prends, je sais pas, 4 zips d'un coup, tu vois, le mec, ils appellent ça des régalos. C'est un cadeau, c'est un zip de cadeau, quoi. Ouais, c'est du commerce, quoi, de toute façon. C'est pareil, hein. C'est comme si t'achètes une cartouche de clope, on te donne un briquet, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, voilà, ils attirent le client, quoi. Un commerce qui rapporte gros à la mafia albanaise qui le dirige. Sur l'ensemble du bassin, mais vraiment à proximité du lac, il y aurait régulièrement entre 7 et 10 points de vente. Chaque point de vente génère un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 100 000 €. Donc on est globalement sur le bassin annécien sur un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre du million d'euros. 1 million d'euros par mois, ce sont les chiffres officiels. Difficile d'estimer réellement ce que rapporte ce trafic. Héroïne, le poison d'Annecy. Bonsoir Ariane Combe-Savary. Bonsoir Daniel. Alors vous avez enquêté sur ce trafic avec Christian Mathieu. Quelles sont les principales difficultés que vous avez trouvées pour tourner ce reportage ? Alors, ce qui a été délicat, ce tournage a été délicat pour 2 raisons. C'est que tout d'abord, il fallait être extrêmement discret lorsqu'on a filmé les transactions pour ne pas mettre en danger les toxicomanes qui acceptaient de nous parler. Et puis, il y a un autre point qui nous a surpris, c'est qu'aucun représentant de la police n'a été autorisé à répondre à une interview. Le directeur départemental de la sécurité publique, Alain Favre, n'y était pas vraiment favorable. Alors, on peut le comprendre, il ne faut pas mettre en péril les enquêtes en cours. Mais globalement, on a vraiment eu le sentiment qu'à Annecy, on essayait de mettre la poussière sur le tapis et surtout ne pas entacher la belle image dont bénéficie la ville. Alors c'est un petit peu regrettable à 2 titres, parce que ce trafic génère inévitablement des actes de délinquance, tout d'abord de la part des toxicomanes qui parfois font des braquages pour se payer une dose, et puis ça génère également des fois des règlements de compte entre dealers. C'est également un problème de santé publique, car si la drogue, l'héroïne est si facile d'accès, on peut craindre que de nouveaux toxicomanes intègrent ce marché. Et si le nombre de consommateurs augmente, il faudra évidemment les prendre en charge, car c'est une drogue extrêmement destructrice, Daniel. Merci Ariane Combe-Savary. Rendez-vous demain pour le 2e volet de cette enquête. À l'occasion de la journée de l'Europe, Thierry Repentin, ancien ministre délégué chargé des affaires européennes, s'est rendu dans 2 lycées chambériens pour échanger avec les élèves et les sensibiliser aux enjeux de l'Europe. Ce matin, il était au lycée Louis Armand qui s'investit déjà dans un projet européen. Claudine Longhi-Bernard, Frédéric Pasquette. Grâce à ce passeport, on parle beaucoup plus de l'Europe à l'occasion de la crise ukrainienne, migratoire ou encore de la sortie du Royaume-Uni. Pour Thierry Repentin, ancien ministre délégué chargé des affaires européennes, il s'agit de présenter l'Europe aux lycéens autrement. ils ignorent qu'aujourd'hui, à l'échelle locale, c'est plus l'intercommunalité qui leur apporte des services, plus que la commune. Ils ignorent qu'à l'échelle nationale, de plus en plus, les décisions sont prises ou impulsées à Bruxelles et non plus à Paris. 50% des lois votées à l'Assemblée nationale et au Sénat découlent en effet du Parlement européen.
Et depuis peu, le programme Erasmus est ouvert à l'apprentissage. Rendre l'Europe plus concrète, c'était l'objectif de cette journée d'échange avec les lycéens. Si la notion de citoyen européen reste encore un peu floue, ils ont compris certaines valeurs. Depuis 1945, il n'y a pas eu de conflit à l'intérieur de l'Union européenne et c'est le principal. Pour moi, l'Europe, c'est un ensemble de pays qui créent des règles pour nous aider à mieux vivre et à vivre dans un monde plus sécurisé. Au lycée Louis Armand, cette journée est le coup d'envoi de la 4e édition de la Semaine de l'Europe. Jusqu'au 19 mai, les élèves présenteront différents projets réalisés dans l'année dans le cadre d'un Eurovillage installé au cœur de l'établissement. Je vous invite, juste après ce journal, à vous rendre sur notre site alpes.france3.fr pour une visite virtuelle du musée de Grenoble. Découvrez 10 tableaux et une sculpture parmi les œuvres majeures du lycée. Chaque pièce est décortiquée par Guy Tossato, le directeur du musée de Grenoble. C'est sur notre site. C'était le plus jeune inventeur inscrit au fameux concours Lépine qui s'est clôturé ce week-end à Paris. Clément, collégien grenoblois de 13 ans, a mis au point un robot arracheur et planteur de vignes. Alors s'il n'a pas remporté de prix, il a de la suite dans les idées pour promouvoir son invention. Xavier Schmitt. Veston sobre, lunettes et chemise blanche, Clément ne cache pas sa précocité. À 13 ans, il est le plus jeune inventeur du 115e concours Lépine. Il a imaginé un robot capable d'arracher et de planter les ceps de vigne. C'est un robot qui est conçu avec un bras articulé. Donc il réalise toutes ses tâches grâce à son bras articulé. Donc il a une pince et une tarière. La tarière lui permet de faire les trous. Voilà. Donc la pince va venir prendre le plan de vigne, le poser dans la terre, c'est planté. Pas besoin de reboucher puisque la tarière fait exactement la taille du trou pour mettre la racine. Clément est en classe de 4e dans un collège de Grenoble. Pour la partie technique, il s'est fait aider par des chercheurs du CNRS. Mais il a réfléchi à son invention dès l'âge de 9 ans. L'idée lui est venue en observant le dur labeur de son grand-père vigneron. Je me suis rendu compte que le travail de plantation et d'arrachage des plants de vigne, c'était vraiment très fatigant. Ça a même voire usé les gens. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas inventer un outil de travail qui permettrait aux vignerons de faciliter son travail en fait. De la même manière. Le jeune grenoblois n'a pas décroché de prix, mais il pense déjà au prototype industriel de son robot et à d'autres inventions. Notre sujet, grande région Auvergne-Rhône-Alpes, à présent, en direction l'Ardèche, dans les gorges du Chassezac, où 160 pratiquants, français, allemands, anglais, canadiens et américains, se sont retrouvés le temps d'un festival entièrement dévoué à la pratique de la slackline, une discipline sportive héritée du funambulisme et qui procure des sensations et du bien-être. Vanessa Fize, Nicolas Ferraud. L'exercice évolué sur une sangle plus ou moins tendue dans les airs, sans le moindre accessoire, semble relever du tour de force, saupoudré d'une bonne dose de témérité. Pourtant, pour ces passionnés, il est question de toute autre chose. C'est très méditatif. Quand je suis en situation, quand je cherche juste l'équilibre, quand je marche, j'oublie tout. C'est très agréable. C'est très intense, mais à travers ça, il faut aussi trouver le calme, prendre le temps de respirer, ressentir les mouvements dans la ligne et dans soi-même, même avec toute cette adrénaline, juste de se calmer. Ça, c'est vraiment le but pour moi. Isobel, elle, a débuté il y a 4 ans dans les parcs de Montréal sur de petites sangles, très près du sol. Aujourd'hui, au-dessus du Chassezac, elle progresse sur la plus longue ligne, qui mesure 110 mètres. Quelques dizaines de minutes plus tard... Tout ce temps-là, par-dessus de la ligne, c'est... Maintenant, je sens bien dans mon corps et dans mon esprit aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien et beaucoup se sont déjà donné rendez-vous sur d'autres rencontres du même genre. On en dénombre seulement une dizaine en France, mais il y en a un peu partout dans le monde. Le festival ardéchois de slackline, lui, affiche déjà 5 éditions au compteur. À suivre, les prévisions météo, puis l'édition nationale. Merci de votre attention, très bonne soirée et à demain.